Cultiver l'avenir. Cultiver l'avenir. Cette année, c'est une année de stress pour les plantes. C'est-à-dire qu'on passe d'un stress hydrique à 30 degrés, 20 degrés. Cultiver l'avenir. On a une idée de l'agriculture bio qui est quand même une agriculture qui peut nourrir et qui peut produire, tout en gardant un maximum de biodiversité. Un podcast de la Fédération nationale d'agriculture biologique. Une fédération, un réseau pour s'adapter au changement climatique et favoriser la biodiversité. Par Laure Sari. Épisode 9. Penser sa ferme au sein d'un écosystème pour faire face aux aléas chez Bénédicte en Ille-et-Vilaine. C'est le 24 juillet 2024. Je suis en gare de Paris-Montparnasse. Je vais prendre un train direction Rennes, puis un métro direction la station La Poterie. Et Laura d'Agrobio 35 viendra me chercher pour aller chez Bénédicte, à Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Et chez Bénédicte, on va parler d'autonomie, de résilience et de conservation du patrimoine naturel en agriculture biologique. Mesdames, Messieurs, dans quelques minutes, notre TGV nous desservira à la gare de Rennes. Je sors de la station de métro La Poterie. Je vais chercher Laura. Bel accueil sonore. Salut. Ça va? Ça va bien. Magnifique cette arrivée chantier. T'as vu ça? On en a pour combien de temps là? 10 minutes. Oh, c'est hyper rapide. Oui, c'est tout à côté. Je te pose 2 questions pour les 10 minutes de trajet. Est-ce que tu peux nous raconter, Laura, le contexte climatique de la région? De la région Bretagne. Ouais. C'est ce sujet. Ah ouais. Les a priori, on se dit que la région Bretagne est un peu une région qui est préservée, on va dire, du changement climatique. On part d'une température moyenne plus basse que dans d'autres régions, donc l'augmentation paraît quasiment agréable pour certains. Mais dans les faits, on est sur une tendance qui est similaire à ce qu'on observe ailleurs et qui se confirme a priori dans les scénarios pour les années à venir. Et après, dans les tendances significatives au-delà de la température, donc il y a la pluviométrie. Et là, pour le coup, on a plutôt des moyennes relativement stables en termes de pluviométrie annuelle. En revanche, on a une variabilité intra-annuelle et interannuelle qui est extrêmement importante, avec une tendance quand même à l'augmentation des pluies sur l'automne-hiver et une tendance à la diminution un peu quand même des pluies sur la période estivale. Et après, on a peut-être une caractéristique qui peut être à souligner en Bretagne, c'est que on a des réserves superficielles. Enfin, la majorité de nos réserves en eau sont superficielles. On a très très peu de ressources en eau souterraines. Ce qui fait qu'on a une réactivité qui est très forte à la pluviométrie. C'est-à-dire que dès qu'il va se remettre à pleuvoir, on va avoir nos réserves qui vont se remplir très vite. Mais en revanche, dès qu'on va avoir plusieurs jours sans pluie consécutifs avec des températures élevées, on va avoir une réactivité très forte dans le sens inverse. Okay. C'est notre contexte, quoi. On a vu sur le panneau Noyal-Châtillon-sur-Seiche. Ouais. On est sur le bassin versant de la Seiche. Et donc il y a la rivière qui s'appelle la Seiche qui passe sur le territoire. Et tu vas voir sur la ferme de Béné, il y a un cours d'eau qui passe aussi, qui est un affluent de la Seiche. Et c'est une ferme qui est relativement grande pour une ferme bio, qui s'est agrandie petit à petit. C'est la conversion bio date des années 90. Elle avait été entamée par ses parents et Bénédicte est arrivé, la conversion était déjà faite. Donc on est vraiment sur une ferme en termes de production qui est caractéristique des fermes bretonnes, avec une dominante production laitière et une petite partie pour la production de céréales derrière. Par ailleurs, elle est également administratrice à Agrobio 35 et elle est impliquée aussi dans la commission biodiversité. On arrive là. On arrive. Je ne sais jamais où est-ce qu'il faut se garer. Nous y voilà. On est sur une belle maison bretonne avec le toit en ardoise. C'est ça. Tout pentu. Hop. Enchantée, Bénédicte. Enchantée. Laure. Ok, ça marche. Laura. Bah oui, c'est facile. Non, je me suis... Comme souvent, on commence par papoter. Moi,
ici avec du jus de pomme local. Et puis on part en vadrouille dans la ferme de Bénédicte et Mathieu, et je demande à Bénédicte de se présenter. J'ai 39 ans, pas bientôt 40 encore. Je suis encore plus près de 39. Allez, je suis encore une jeune trentenaire. Donc je suis mariée à Mathieu, on a 4 enfants. Moi je me suis installée jeune en 2008 à Angalec avec mes parents. J'ai toujours été attirée par ce métier. Et la ferme est en agriculture bio depuis 25 ans, en 99. Moi, ça a toujours été une évidence pour moi de produire en bio. Je pense qu'au fil des années, c'est toujours de plus en plus évident. Même, je commence parfois à avoir du mal à comprendre qu'on puisse pas se poser la question du changement de système. Voilà. Aujourd'hui, on est 2 sur la ferme, donc Mathieu et moi, à temps plein. Avec une petite partie vente directe. On a un petit magasin où on vend une partie de notre lait frais cru. On est une ferme en périphérie urbaine. On est à 5 minutes du métro rennais. On a une surface de 140 hectares au total, avec un îlot d'exploitation où il y a le siège, où il y a 40 hectares accessibles aux vaches laitières. Dans ces 40 et quelques hectares, on a tous nos paddocks de pâturage où on a replanté beaucoup de haies de manière à ce que chaque paddock puisse bénéficier d'ombre et puis favoriser toute la biodiversité. Et on a aussi un ruisseau qui traverse la ferme où on a pour projet de le faire reméandrer. Et on espère que ça va aboutir rapidement. Voilà. Merci. On va où là ? On va descendre, voir les vaches et on va voir en même temps, on va pas être loin du ruisseau. Soit on prend ce petit chemin creux qui est sympa et on arrive au ruisseau directement et on va remonter gentiment voir les vaches. Ou soit on va directement voir les vaches. Laura pointe du doigt le petit chemin. Tu veux aller vers le ruisseau ? Ouais. Bon, allez. Alors on va vers le ruisseau. Il est très profond, très creusé et il est assez linéaire. Bon, il n'est pas hyper linéaire mais quand même assez linéaire. Et ah ouais, là, en fait, il est vide quasiment. On dirait presque pas que ça coule, quoi. Ça a presque l'air de stagner. Oui, parce que là, il n'a pas plu. Depuis 2 jours. Voilà. C'est tout. Ah ouais. Sauf que là, si demain, après nous, on a un super gros orage et il est capable de remonter. Donc là, on est dans une illustration de ce que tu me disais tout à l'heure, Laura, dans la voiture sur la réactivité, c'est ça ? C'est ça, ouais, très forte réactivité des cours d'eau et là encore plus parce que du coup on est sur quelque chose de très linéaire qui n'a plus du tout de capacité d'absorption contrairement aux cours d'eau qui sont beaucoup plus sinueux et reméandrés. C'est ça. Donc là, lui, il n'a plus aucun intérêt écologique, entre guillemets. Donc l'idée, c'est vraiment de recréer un vrai ruisseau avec un vrai reméandrage et du coup retrouver des vraies zones humides parce que finalement, là, autour de ce ruisseau, il y a peu de zones humides aujourd'hui. Là, la parcelle là, c'est mouillé, mais ça, normalement, c'est une zone qui devrait être inondable, en fait. Elle l'est pas, ou alors quand grande crue, zone de période très très mouillée, quoi. Notre objectif, nous, c'est vraiment de mettre toutes les cartes possibles sur la table pour que la ferme, dans 30 ans, elle soit encore viable et vivable par les générations futures, en fait. On a planté un maximum de haies. On va replanter, là aussi, un peu plus loin, là, il y a un petit champ, on peut avancer voir. Un petit champ et notre idée c'est de replanter un bosquet de façon à ce que quand il y a des canicules ou même des intempéries, des fortes pluies, les vaches seront bien sous les arbres et de recréer du coup des zones de microclimat en fait pour réguler, limiter en fait l'impact du réchauffement climatique sur notre ferme. C'est une petite goutte d'eau dans l'océan, mais nous, voilà, l'idée avec Mathieu, c'est de se dire, nous, on est sur cette terre-là, on bénéficie de terres qui sont entretenues depuis des générations. Moi, nous, la famille, là, ça fait 100 ans cette année qu'elle est arrivée sur la ferme à la Foucheraie. Oh, joyeux anniversaire. C'est ça. Donc, on va fêter ça, on va faire une grande cousinade des 100 ans. Rien ne nous appartient, en fait. Ça fait partie du cycle de la vie. On est juste des gens de passage et normalement, on se dit qu'on n'a pas le droit sur notre passage d'empêcher les autres de pouvoir vivre de ça. Donc, notre idée, c'est vraiment de reproduire un microclimat, un milieu qui sera viable et vivable pour les générations futures, quoi. Cette année, c'est une année de stress pour les plantes. C'est-à-dire qu'on passe d'un stress hydrique à 30 degrés, 20 degrés. Et donc les pousses sont assez... elles sont pas énormes en quantité. Par contre, en qualité,
Là, alors on est rendu à combien de tours de pâturage? Ça doit être le 4e, ça? 5? Je sais plus. Faudrait que je regarde. La mauvaise élève. Non, je fais tout au feeling, moi. On va parler du feeling. Peut-être le 5e quand même. Je trouve que la qualité s'améliore quand même là. Comment tu vois que la qualité augmente là? La proportion de protéines et d'herbes. C'est-à-dire que la présence de trèfle. Et donc le trèfle, c'est une plante qui a besoin de chaleur et de lumière. Jusqu'à présent, on n'avait pas eu beaucoup de chaleur et de lumière, donc on avait peu de protéines dans les parcelles. Et donc la qualité était plus faible. Voilà. Et puis sur les raies gras, en fait, plus on avance, plus on a quelque chose de fibreux et moins riche, et donc on baisse en qualité alimentaire. Donc là, on est encore sur des choses qui sont assez tendres parce qu'on est sur des retours assez courts aussi, en fait. On est à 28 jours, donc c'est pas encore hyper fibreux, quoi. Est-ce que tu pourrais raconter à l'échelle d'une parcelle le cycle que vous faites? Les parcelles de pâturage, l'idée c'est quand même de faire vieillir les prairies. Aujourd'hui, on a des parcelles qui ont plus de 20 ans de prairies. Donc celles-ci, on va les renouveler. Là, par exemple, ce qu'on a fait, on a des prairies qui avaient plus de 20 ans, on les a cassées, on a fait un colza fourragé qu'on a fait pâturer. On devait y faire une orge de printemps. Mais comme les conditions climatiques n'étaient pas les bonnes, on a changé l'emplacement de notre maïs et on a fait notre maïs sur ces parcelles-là. Et là, après, ça repasse en prairie sous couvert de métail. Parce qu'en fait, quand on sème une prairie sous couvert de métail, on a quand même un minimum de volume par le métail à l'hectare au printemps qui est là. Donc ça garantit quand même un volume de fourrage pour l'année. Et puis il y a une valeur alimentaire quand même. C'est plus difficile de se craquer sur la récolte d'un métail que sur une prairie classique standard où la valeur alimentaire... si on arrive 10 jours trop tard sur de l'herbe, on a déjà quand même beaucoup perdu en azote. Et du coup, on peut avoir des ensilages beaucoup trop faibles en azote. Et derrière, c'est difficile de rééquilibrer, quoi. Nous, sur la ferme, on est autonome. On n'achète pas de protéines. C'est un choix qu'on a fait. On s'est dit, on produit notre protéine comme on peut avec de la févrole et du pois. Et on essaye d'avoir des fourrages de base de bonne qualité pour répondre à nos besoins. Après, on n'a pas des objectifs de niveau de production non plus complètement fous. L'idée, c'est d'être entre 5005 et 6000 litres de lait par vache par an. À Normande, il y a Primostein aussi. On a un troupeau mix. Aujourd'hui, on a à peu près 50% de Normande, 50% de Primostein et 2 Jersiaises, une brune. Un petit peu divers. C'est ça. On en était donc au couvert de métail. Et on repart en prairie pour le plus longtemps possible. Alors peut-être pas 20 ans parce qu'on s'est rendu compte que peut-être que 20 ans c'était un petit peu trop long quand même. Trop long dans le sens tu perds en qualité de l'herbe après. Voilà, c'est ça. On a en qualité, en productivité. Alors en termes de biodiversité, je pense que par contre on gagne en diversité d'herbes. C'est ça en fait. La difficulté, c'est aussi ça de notre métier, c'est de trouver l'équilibre productivité, biodiversité. Voilà. On a une idée de l'agriculture bio qui est quand même une agriculture qui peut nourrir et qui peut produire, tout en gardant un maximum de biodiversité. Donc on essaie de trouver les équilibres. Donc il y a des parcelles vraiment sur la ferme, comme celle-ci là où on est. C'est des parcelles qui sont quasiment pas renouvelées, c'est des zones humides. On est super content de trouver les étés secs parce qu'elles restent vertes. Et puis il y a des parcelles où on se dit ça c'est des parcelles comme qui font un minimum de productivité. Et donc là on est dans des cycles de rotation. Voilà. Quels sont les repères mouvants que vous avez qui vous permettent d'ajuster en fonction de l'année météorologique qu'on a? Les entrées, sorties de paddock, les dates de fauche de l'herbe. Les entrées, sorties de paddock. Au début, quand on met à l'herbe, on fait ce qu'on appelle le déprimage, comme beaucoup d'agriculteurs. Le déprimage, ça consiste à faire pâturer les prairies tôt au printemps, avant une récolte prévue en foin. Donc là, c'est vraiment les conditions climatiques qui nous permettent de se dire on se lance pas. On fait le déprimage si on voit qu'on va pouvoir faire un vrai déprimage quasiment partout. Bon, cette année, c'était pas possible de le faire partout. Mais on est vraiment sorti à pâturer début mars, pas avant. Elles ont dû avoir 15 jours de colza fourragé à peu près, qu'elles ont pâturé. Et après, on est parti sur des déprimages d'herbes. Quand on est sur le premier déprimage, on est vraiment sur... L'idée, c'est de passer et que ce soit quand même pâturé. Et souvent, elles sont pas difficiles sur les premiers passages parce qu'elles sont super contentes de retrouver de l'herbe fraîche. Donc, et que ce soit bien pâturé de manière à bien mettre à plat la parcelle et à stimuler la plante pour qu'il y ait une repose.
Et puis après, dans les autres pâturages, notre idée, c'est vraiment d'optimiser les jours de pousse. Donc c'est pour ça qu'on est toujours entre 28 et 32. Et on fait attention à pas descendre en dessous du plateau de pâturage, à pas surpâturer. Parce que le surpâturage, en fait, potentiellement, si on surpâture une prairie, je pense qu'on peut rajouter 3-4 jours de repousse en fait, sur la parcelle. Et 3-4 jours de repousse, quand on est sur un système circulaire et équilibré, ça décale tout. Tu disais que depuis 2020, vous n'aviez pas eu une année classique, entre guillemets. Et est-ce que du coup, vous avez modifié vos pratiques justement pour pouvoir être plus adapté aux aléas ? On ajuste plus à l'auge pour pouvoir rester sur une gestion d'herbe maîtrisée, entre guillemets. Là, cette année, comme il n'y avait pas des gros volumes, pour ne pas surpâturer, on a gardé longtemps une base à l'auge. On est passé en 100% pâturage un temps. Et dès qu'on a vu qu'on était juste, on a réapporté à l'auge, soit en fauche à verre ou soit en ensilage quand on ouvre le silo. Alors, c'est pareil, là, on a 2 critères. La fauche à verre, c'est pour faire de l'appoint ponctuel. J'ai besoin de ralentir un tout petit peu. Quand on fait la fauche à verre, en fait, ça remplace le pâturage de nuit. Elle mange le soir à l'auge et du coup, on gagne un peu de temps comme ça. Après, si on voit que c'est pas suffisant, c'est-à-dire que s'il va falloir faire de la fauche à verre pendant 1 mois, il faut être vigilant avec l'utilisation de la fauche à verre. Les vaches, quand elles mangent de l'herbe fauchée d'avance à l'auge, elles se gavent. Et c'est très facile de déstabiliser les vaches et de partir en acidose. Et avec l'expérience, on connaît les conséquences et on ne fait plus les erreurs qu'on a pu faire. Donc on essaye d'être vigilant à ça. Tu dis que là, un des leviers d'ajustement, c'est effectivement d'ajuster en remettant du fourrage à l'auge, plus ou moins, pour permettre le temps de repousse qu'il faut, nécessaire sur les prairies. Ouais. Est-ce que ça veut dire que du coup, vous faites plus de stock qu'avant ? Sur la ferme, ça s'est fait un peu machinalement, dans le sens où, comme on était dans un objectif de réduction de cheptel pour des questions humaines en premier. Les parents de Bénédicte sont partis à la retraite fin octobre 2023. Et puis on a eu cette année 2021 qui avait été hyper favorable au fourrage. On avait 2 années d'avance au moins en foin. Ah ouais. On avait de l'ensilage comme il fallait, on avait tout ce qu'il fallait. Et depuis ce moment-là, on a toujours du stock. Cette année, on s'est dit au printemps, heureusement qu'on avait du stock. Ça nous a permis de garder longtemps un appui à l'auge et de pas être obligé de les mettre trop tôt dehors dans des conditions qui étaient vraiment pas favorables. Quand même, on est obligé de travailler avec plus de stock si on veut être serein. Et puis on n'utilise pas les stocks au même moment aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien que d'une année à l'autre, il n'y a pas de repère. Je crois que c'est en 2021, on a dû ouvrir les silos au 1er septembre, c'est-à-dire qu'on a fait une saison de pâturage hyper importante. Et l'année d'après, on avait dû les ouvrir au 1er juin. Ah ouais. De mémoire. Et depuis, en fait, on passe d'aléa en aléa. Et donc, c'est vrai que c'est quand même super sécurisant d'avoir des stocks. Ça apaise, parce que c'est quand même hyper stressant en tant qu'éleveur. Quand il y a un moment, on se dit, là, je vais pas avoir ce qu'il faut pour leur donner à manger. Moi, c'est une situation que je n'aime pas du tout. Au niveau des modalités d'implantation et de la composition des prairies, vous avez eu un travail de réflexion là-dessus pour avoir des espèces et des variétés qui soient un peu plus adaptées aux aléas climatiques avec des plages de pousse qui soient les plus larges possibles. Selon le climat, si c'est humide, si c'est sec, si c'est... Là, c'est vraiment notre adaptation constante, quoi. Et c'est là que tu fais au feeling ? Ouais, carrément. C'est là qu'on fait au feeling. On sait le climat qu'il a fait avant, mais après, on le sait jamais. Et c'est vrai que des fois, on a un peu l'impression de jouer au poker maintenant, quoi. On y va pas. On joue pas. C'est pas toujours simple. Après, là, les prairies qu'on implante aujourd'hui, en fait, on ne sait pas quel climat elles vont connaître par rapport aux prairies qu'on a implantées il y a 20 ans. Donc, se dire ma prairie, elle va durer 10 ans, peut-être qu'elle va durer que 5 ans parce que le climat va être trop dur pour elle et finalement, on n'aura pas encore été sur les bonnes variétés, les bonnes espèces. De toute façon, on a bien conscience aujourd'hui qu'on n'a pas d'autre choix que de s'adapter constamment. Et moi, la seule problématique que j'ai, c'est qu'il faut que le monde qui entoure les agriculteurs comprenne que nos coûts de production vont fatalement augmenter avec les aléas climatiques
Et donc il y a un moment, si on veut qu'il y ait encore des agriculteurs qui vivent et qui sont sur des fermes viables et vivables, il va falloir qu'on valorise mieux les produits des agriculteurs, quoi, clairement. Après, c'est pas un reproche, hein, parce que en fait, quand on n'est pas connecté à la production, c'est difficile de mesurer l'impact d'un climat déréglé sur de la production, en fait. Moi, nous, avec Mathieu, on a bien conscience qu'on va avoir des années compliquées. Et c'est là où on joue la carte. Il faut vraiment qu'on soit sur des systèmes les plus économiques possibles pour avoir une sécurité financière, en fait. On veut continuer à vivre de notre métier. Et malgré tout, on sait, c'est sûr, même si on s'adapte, nos coûts de production augmenteront, c'est obligé. On n'arrivera pas à combler techniquement le déficit climatique. Ou alors on va être super fort, ou alors le déficit climatique ne va pas être celui attendu. Ou alors tu vas réussir à créer ton microclimat. Qui sait, j'y crois encore. Déjà, il n'y aura plus que des kiwis sur la ferme. Des vignes. Je pense qu'on a une parcelle là-bas qui s'appelle les Caras. Un jour, peut-être qu'on y plantera de la vigne. Elle est super exposée, plein sud, en pente, rocailleux, avec le ruisseau qui passe en bas. Je pense que c'est une parcelle pour faire de la vigne, ouais. Mais moi, je me dis que sur la ferme, on a plein de choses à exploiter qu'on n'exploite pas. On a des haies pleines de noisetiers qu'on valorise pas. On a des châtaigniers qu'on valorise pas. Et un jour, il faudra qu'on prenne le temps de se poser et de mesurer quels outils on a besoin, quelle filière on a besoin de créer. Parce que moi, quand je fais mes courses en Biocoop, les noisettes, elles viennent de Turquie. Alors qu'en fait, j'en ai plein chez moi. Et sauf que en fait, c'est du temps. Et techniquement, on n'a pas de technique là, en gros, c'est de la cueillette pure, quoi. On est encore au stade cueillette. Mais je me dis qu'on a des choses, il y aura des choses à créer. Et c'est aussi ça l'idée de toutes ces plantations de haies, et on replante des pommiers aussi, des choses comme ça. C'est pas pour en faire de la production aujourd'hui, mais je me dis, en fait, nous on plante, mais c'est pour les générations d'après, en fait, qui puissent vivre sur ces terres-là. Donc voilà, on est dans cet objectif-là, nous, tout le temps, de se dire... on bénéficie de plein de choses que c'est pas nous qui avons fait ici. Moi, quand je vois tous ces beaux chênes, je sais pas combien de siècles ils ont déjà, mais ils sont pas à moi. Et je me dis que je suis contente que les générations d'avant les ont laissés, qu'ils les ont pas abattus. On a eu cette chance-là, nous. Tu sais combien tu as de kilomètres de haies ici ? En 2020, de mémoire, on avait compté quasiment 20 km de haies sur la ferme. Depuis, on a replanté 3 km au moins de haies. Sur 140 hectares. Sur 140 hectares, ouais. Sur le bassin d'Eau-et-Vilaine, là, on a le programme Bresse-Bocage, où, en fait, nous, ça ne nous coûte rien et on n'a pas le travail à faire. Les haies sont plantées et elles sont entretenues les 2 premières années par Bresse-Bocage. Quand il y a une canicule, qu'on voit des animaux en plein soleil, en fait, elles sont pas bien. Et nous, on ne supporterait pas d'y être en plein soleil. Donc nous, l'idée, rien que en fait, pour le côté bien-être animal, l'idée, c'était de se dire, on n'a pas une parcelle, un paddock de jour qui ait pas d'ombre. Donc là, on est sur la parcelle qu'on appelle justement la butte. Il y a 4 paddocks et en fait, au milieu, entre le 2 et le 3, il y a une haie bocagère qui a été faite pour faire un rideau d'ombre. De l'autre côté, entre la 3 et la 4, on a planté des pommiers. Et là, entre la 1 et la 2, on doit aussi planter des pommiers, ça va être fait cet automne. L'idée, c'est de faire aussi en même temps de la sauvegarde d'anciennes variétés. De se dire, c'est pareil, ça c'est un patrimoine qu'on se doit de ne pas perdre, quoi. En fait, il y a encore une nouvelle diversité qu'on cite pas beaucoup, mais il y a la diversification du métier d'agriculteur aussi. Carrément. Je dirais pas la diversification, je dirais la rediversification. Et ce qui est chouette, c'est que oui, nous on se forme et le réseau est là pour ça. Je suis pas au niveau national, mais au niveau d'AgroBio, on a quand même une palette de champs d'action et de compétences en termes de biodiversité, d'agroforesterie, de gestion de l'arbre, de formation technique sur le pâturage, sur les adaptations, sur la gestion des troupeaux, Et pour moi, ça c'est pareil, ça fait partie de notre métier. On a un métier où on n'a jamais la connaissance. J'ai envie de dire, on a un métier où il faut toujours se remettre en cause. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on garde l'amour de notre métier aussi. En tout cas, moi, ça fait 16 ans quand même que je suis installée. Et ça fait 16 ans que je m'ennuie pas. Je m'ennuie jamais dans mon métier. Des fois pas assez. Des fois pas assez, peut-être. Je me lasse pas, en tout cas. En fait, il n'y a jamais de recette décrite. Il faut toujours chercher à s'adapter. Et parfois, c'est la difficulté du monde agricole. C'est de se dire,
Bah ouais, mais j'ai fait ça, on m'a pourtant dit que ça fonctionnait, ça n'a pas fonctionné. Bah ouais, mais en fait, on travaille tellement tous avec des territoires différents, plein de choses différentes que on peut voir des trucs super bien qui fonctionnent chez le voisin, mais qui vont pas fonctionner chez nous. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de recette miracle, en fait. Il y a ce, je sais pas si on peut dire ça, il y a ce feeling, je pense, qui est pas mal dans notre métier. Est-ce que tu peux le décortiquer un peu, ce feeling ? Notre feeling, c'est quoi ? Est-ce que je peux le définir, que c'est notre bien-être au travail, tu vois ? C'est ça, qui nous guide. C'est de se dire, là, je me sens bien dans ce que je fais. Ouais, je pense qu'il y a un peu de ça dans notre feeling aujourd'hui. C'est vraiment de se dire que les générations futures puissent vivre, quoi. Moi, je me dis qu'on ne peut pas être égoïste à ce point-là. Nous, en 2 générations, consommer la planète, alors qu'il y a eu des tas de générations à passer avant nous. C'est ça, en fait, qui nous guide aussi. C'est tout ça. On est dans un monde où on se dit qu'il faut moins d'élevage et je suis la première à dire oui, parce qu'on est allé trop loin dans l'élevage, on a déconnecté l'élevage du sol et c'est là où c'est devenu dangereux. Mais je pense que dans le cycle de la vie, de la biodiversité, finalement, l'élevage est nécessaire, il a son rôle aussi. L'élevage, ils apportent de la fumure pour les sols et les cultures. Et en fait, c'est juste ça, il faut juste garder les bons équilibres. Elle est là, la clé. Le sol nourrit les animaux nourrissent le sol. C'est un cycle vertueux et qui doit toujours exister. Et donc, c'est là que l'équilibre chargement à l'hectare pâturable rentre en compte aussi, en fait. C'est que si on est sur un chargement trop important, le sol va pas forcément réussir à nourrir l'animal. Et en plus, l'animal va trop nourrir le sol. Il faut que le territoire sur lequel est l'animal soit en capacité de le nourrir. À partir du moment où c'est pas plus ce territoire-là qui le nourrit, du coup, on arrive sur des chargements plus importants. Et je pense que c'est là où, du coup, on crée des déséquilibres forts en termes environnementaux. Et c'est aussi pour ça que nous, notre idée, c'est de se dire, on doit pouvoir, avec nos terres, élever nos animaux. Et on doit être vigilant à nos chargements aussi par rapport à ça. Les 40-45 hectares accessibles aux vaches, c'est eux qui sont le régulateur du nombre d'animaux. Cet épisode touche à sa fin. Pourquoi, à ton avis, c'est important de préserver la biodiversité ? La biodiversité, pour moi, elle est indispensable si on veut un minimum ralentir et maîtriser les changements climatiques. Pour moi, c'est des alliés de production, en fait, pour produire mieux demain encore, quoi. Tu as utilisé le mot « allié ». C'est, je trouve, une autre approche que les termes qu'on entend souvent, qui sont les services écosystémiques. Pourquoi tu as utilisé le mot « allié » ? Est-ce que tu fais une différence ou est-ce que c'était un hasard ? Ouais, moi j'ai dit allié parce que pour moi, on travaille avec, on n'est pas à côté de la biodiversité, tu vois. C'est peut-être ça la différence, tu vois, dans ma conception. Et donc, effectivement, ouais, on est alliés, on est partenaires, quoi. D'ailleurs, nous, l'humain, normalement, on fait partie de la biodiversité. Oui. On va récapituler. On a très très peu de ressources en eau souterraine, ce qui fait qu'on a une réactivité qui est très forte à la pluviométrie. Donc l'idée, c'est vraiment de recréer un vrai ruisseau avec un vrai reméandrage et du coup retrouver des vraies zones humides. Notre idée, c'est vraiment d'optimiser les jours de pousse. La difficulté, c'est aussi ça de notre métier, c'est de trouver l'équilibre productivité, biodiversité. Pour moi, c'est indispensable d'aller toujours chercher de l'information. Le réseau est là pour ça. Quand même, on est obligé de travailler avec plus de stock si on veut être serein. On n'a pas une parcelle, un paddock 2 jours qui n'ait pas d'ombre. Notre idée, c'est vraiment de reproduire un microclimat, un milieu qui sera viable et vivable pour les générations futures, quoi. Salut Laure. Alors, pour le prochain épisode, on va chez Germain. Il habite en Mayenne, c'est pas trop loin de la Bretagne. Et tu vas voir, il fait tout pour préserver la qualité de ses sols. Il a construit toute sa ferme autour de ces réflexions-là. Un podcast de la Fédération nationale d'agriculture biologique. Est-ce que tu fais un petit cookie pour l'autre ? Oh là là. Merci beaucoup Bénédicte, c'était hyper riche.